Le Premier ministre Édouard Philippe a fait face au président de son ancien parti, Laurent Wauquiez. Une petite passe d'armes qui illustre la confusion qui règne à droite de l'échiquier politique français. Insécurité en milieu alpin, la ville de Grenoble est devenue la capitale de la délinquance. Alors que la situation est hors de contrôle, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb s'est rendu sur place ce vendredi. Dis-moi où tu habites, je te dirai ce que tu consommes. Une étude fait état des différentes addictions selon des critères régionaux. Malgré des chiffres en baisse, la France reste l'un des plus gros consommateurs de produits licites et illicites en Europe. Madame, Monsieur, bonsoir. À 8 mois des élections européennes, la droite parlementaire tente de relever la tête. Pour y parvenir, le président des Républicains, Laurent Wauquiez, a affronté un transfuge de cette formation politique, le Premier ministre Édouard Philippe. Une opposition qui illustre bien l'état de confusion de la droite française. Laurent Wauquiez et Édouard Philippe, il y a 2 ans, ils auraient fait campagne ensemble. Aujourd'hui, ils se livrent un combat direct en prime time à la télévision publique. Jeudi soir, France Télévisions proposait sa traditionnelle émission politique avec au programme une opposition entre le Premier ministre Édouard Philippe, transfuge des Républicains, et le président de ce parti, Laurent Wauquiez. Loin d'être une grande opposition de style, le débat laissera peu de séquences de haut vol ou de répartie, si ce n'est un petit accrochage. Vous avez un problème avec la vérité, monsieur Wauquiez. Je crains que vous ayez un problème avec la réalité, monsieur Philippe. Non. Vous avez Je crains que vous ayez un problème avec la réalité. L'opposition de ces deux personnalités, qui étaient il y a 18 mois encore dans le même camp, est riche en enseignements. Tout d'abord, cet affrontement est une victoire d'Emmanuel Macron. Le nouveau président a su affaiblir la droite parlementaire en y piochant du personnel politique d'une part et en y semant le trouble idéologique d'autre part, tout en anéantissant le Parti socialiste. Et le trouble idéologique, c'est bien ce qui est ressorti de l'opposition Wauquiez-Philippe. Principale ligne de fracture, l'immigration. Des 2 thèmes proposés, immigration et Europe, c'est celui qui a le plus été abordé. 2 sujets pourtant intimement liés et qui posent de sérieux problèmes à la droite parlementaire qui, d'un côté, doit montrer de la fermeté face à l'immigration pour satisfaire sa base électorale et en même temps doit assumer de soutenir à Bruxelles des positions favorables à l'immigration. Pour tenter de marquer sa différence avec l'exécutif, Laurent Wauquiez a proposé de limiter l'aide médicale d'État aux seuls cas d'urgence et de mettre en place des quotas annuels d'immigration, une proposition que tenait Édouard Philippe il y a 18 mois lorsqu'il faisait campagne pour un JPE républicain. Enfin, toujours sur la question migratoire, Laurent Wauquiez a proposé de restreindre le droit du sol. Restreindre le droit du sol, limiter l'AME et mettre en place des quotas. Wauquiez a finalement fait du demi-front national, pas de quoi séduire sur sa droite. Face à une droite qui ne sait finalement pas trop où elle en est, Édouard Philippe a bien suivi la feuille de route macronienne pour les élections européennes, montrer les limites de la droite républicaine pour mettre en place un combat électoral à 2 camps et par extension à 2 partis. Les progressistes ou mondialistes face aux nationalistes ou patriotes. Naturellement, le parti présidentiel affrontera donc le parti de Marine Le Pen à ce petit jeu. Et même à finir 2e, LREM aura tout de même dépassé les partis traditionnels, les Républicains, crédités de moins de 15% des voix, et le PS qui ne devrait pas dépasser la barre des 5 points. Pas franchement convaincant sans être vraiment mauvais, Wauquiez aura symbolisé dans son opposition à Philippe les difficultés de son parti à trouver sa place entre le progressisme au vernis libéral de LREM et le cordon sanitaire qui l'empêche de franchement marcher sur les plates-bandes du Rassemblement national. Et pourtant, après le débat manqué de l'entre-deux tours, la crise de crédibilité de Marine Le Pen et les difficultés internes du parti à la flamme, Laurent Wauquiez et sa formation politique semblent bénéficier d'une véritable fenêtre de tir. Insécurité, trafic de drogue et meurtre, non, il n'est pas question de Marseille, mais bien de Grenoble. La capitale iséroise, gérée par un maire Europe Écologie Les Verts, connaît une recrudescence de violence. Thibaut Bastide. Bienvenue dans le Far West, bienvenue à Grenoble. Située au pied des Alpes, la commune de 163 000 habitants ne cesse de faire parler d'elle, non pas pour les magnifiques montagnes qui l'entourent, mais bien pour sa délinquance. En effet, depuis plusieurs années, les affaires de drogue, d'agression et de meurtre se multiplient dans la capitale des Alpes. Ainsi, les dealers qui bénéficient du laxisme sécuritaire ont pignon sur rue et n'hésitent plus à investir le centre-ville. En effet, en raison des contraintes géographiques de l'agglomération, les quartiers
quartiers dits difficiles jouxte les quartiers plus bourgeois où se mêlent délinquance et habitants bobos. Un cocktail détonnant devenu hors de contrôle et le maire écologiste grenoblois Éric Piolle semble s'en contenter. D'ailleurs, les habitants et les élus d'opposition dénoncent une forme de complicité active de l'édile, alors que ce dernier n'hésite pas à venir prendre le café avec ces mêmes délinquants. Le Dauphiné nous apprend que le maire de Grenoble a déjeuné à l'Alma au milieu des dealers en action qui ont pris le dessert avec lui. Dans une ville traumatisée par la violence, minée par la délinquance, c'est un véritable acte de complicité active. Il avait déjà donné le feu vert à la délinquance en annonçant que Grenoble n'aurait plus de caméras de vidéoprotection. Il a été entendu, puisque nous sommes devenus la première ville de France pour les actes d'agression violente par habitant devant Marseille. Quel succès! Première ville de France pour les actes d'agression violente devant Marseille. Et pourtant, ce n'est pas une mince affaire. Dernière affaire en date, la mort d'Adrien Pérez en août, poignardé par les frères El Habib à la sortie d'une discothèque de la ville. Avant cela, la ville iséroise avait déjà défrayé la chronique avec l'assassinat sauvage de Kevin et Sofiane en 2012 à Échirolles, dans la banlieue de Grenoble. Un lynchage en règle puisque le premier avait été lardé de 8 coups de couteau et le second de 31 et frappé avec un marteau sur le crâne. Malgré les mois nationaux, rien n'a changé à tel point que le syndicat policier Alliance qualifie Grenoble de Chicago français, avec une délinquance 63% plus élevée dans la cité alpine que dans des villes de même taille. Une délinquance exponentielle qui se conjugue avec un manque d'effectifs de police. Un pas assez de policiers ou un trop de délinquants, la question reste ouverte. Les élus sollicitent également des renforts et avaient porté leur candidature pour expérimenter la nouvelle police de sécurité du quotidien. Une demande qui est restée lettre morte puisque Grenoble ne figure pas sur la liste des 30 sites choisis. C'est dans ce contexte que le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb s'est déplacé à Grenoble ce vendredi. Un passage ministériel qui soulagera peut-être un temps les syndicats policiers mais qui ne devrait pas changer en profondeur l'atmosphère grenobloise alors que Gérard Collomb a d'ores et déjà annoncé qu'il allait quitter son bureau de la place Beauvau pour briguer un nouveau mandat à la mairie lyonnaise en 2020. Et voilà, on continue les réjouissances. À chaque région, son addiction. Selon une étude menée par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, les consommations de produits licites et illicites varient d'une région à une autre. Si la consommation de cannabis, d'alcool et de tabac est en recul chez les jeunes, le niveau moyen reste très élevé. Thibaut Bastide. Dis-moi d'où tu viens, je te dirai ce que tu consommes. C'est en somme l'enseignement de l'étude publiée jeudi par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies qui s'intéresse à l'usage des drogues et des produits licites et illicites dans les régions françaises chez les jeunes de 17 ans. Premier enseignement, les habitudes diffèrent fortement d'une région à une autre. Ainsi, les jeunes de 17 ans vivant au sud de la France sont proportionnellement les plus nombreux à avoir déjà fumé du cannabis. Près d'1 sur 2 a déjà essayé au moins une fois en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. A l'inverse, les jeunes fument moins dans le nord de la France, même si la part de consommation reste très élevée. Si le sud caracole en tête, l'ouest n'est pas en reste. En effet, la consommation d'alcool est particulièrement répandue en Bretagne, en Pays de la Loire et en Nouvelle-Aquitaine, où plus d'un adolescent sur 5 déclare boire fortement au moins 3 fois par mois. L'alcool donc, mais pas que. L'expérimentation de drogues illicites autres que le cannabis, telles que la MDMA ou ecstasy, la cocaïne, les champignons hallucinogènes ou les amphétamines, est très présente en Normandie, Bretagne et Nouvelle-Aquitaine. Ainsi, 3 régions tirent leur épingle du jeu, la Normandie, la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine, où les niveaux de consommation sont supérieurs à la moyenne nationale pour 3 indicateurs sur les 4 recensés par l'étude, à savoir tabac, alcool, cannabis et autres drogues illicites. Au-delà de cette répartition géographique, de nombreux enseignements sont à tirer. Si cette étude montre également que tous les indicateurs connaissent une baisse globale depuis 2014, la consommation d'alcool, de tabac et de cannabis reste néanmoins très élevée en France. 39,1% des jeunes interrogés confient avoir déjà essayé le cannabis et 59% d'entre eux ont déjà expérimenté le tabac. Mais c'est bien l'alcool qui décroche le gros lot puisqu'en matière d'expérimentation, il a été goûté au moins une fois par 85,7% des adolescents de 17 ans. Dans l'ensemble, les jeunes de 17 ans se tournent donc davantage vers le tabac et l'alcool que vers les drogues. Des résultats loin d'être surprenants étant donné que ces deux premières substances
substances sont légales et en quasi libre service, et ce malgré l'interdiction de vente aux mineurs. Cependant, les risques d'accoutumance et de dépendance restent forts en dépit des campagnes de sensibilisation contre le tabagisme et l'alcoolisme. D'ailleurs, au classement européen, la France est sur le podium des plus gros consommateurs de tabac et de drogue et figure dans le top 10 en ce qui concerne l'alcool. Du Made in France en produits recyclés, à la fois patriote et écologique, ce mode de création textile pourrait s'avérer très utile à la France alors que l'industrie du textile a largement quitté le territoire national. Une industrie polluante et qui échappe à la France. L'industrie textile a depuis longtemps quitté les frontières nationales pour l'Asie. Une industrie qui serait en outre la deuxième la plus polluante après le pétrole. Pour faire face à ce double phénomène, des petits couturiers français se sont regroupés à la faveur de la Fashion Week pour l'occasion d'une Fair Wear Night, une soirée pour faire la promotion d'un nouveau concept, le produit textile fabriqué en France avec des produits recyclables. À l'origine du projet, 2 jeunes start-upers toulousains. Selon ceux-ci, pas de différence au toucher et à la vue avec des vêtements neufs de qualité. Pour leur création, les 2 entrepreneurs rachètent des tonnes de vêtements auprès du Relais, un organisme de collecte de vêtements, mais aussi des bouteilles en plastique. Les produits sont alors triés et utilisés pour faire de nouveaux fils et in fine en faire de nouveaux habits. Ainsi, les consommateurs peuvent se procurer des t-shirts grâce à des bouteilles en plastique ou des chutes de coton bio. Exit donc la surproduction de coton et de plastique. L'eau utilisée l'est également dans des proportions très raisonnables avec 50 litres pour un t-shirt contre 2500 pour un produit neuf. Un procédé qui a déjà permis de réutiliser 5 tonnes de vêtements et 30 000 bouteilles en plastique. Convaincus par la démarche écologique, les jeunes entrepreneurs entendent également limiter au maximum les transports de leurs produits et même à traverser toute la France. Ces éco-vêtements voyageront tout de même moins que des habits made in China. Utiles pour l'environnement, mais pas seulement, leur démarche aurait déjà permis la sauvegarde d'une quarantaine d'emplois en France. Côté tarif, il faut compter 35 € pour un t-shirt et 120 pour un pull. Pas donné, mais finalement pas plus cher que de nombreuses marques de qualité qui, elles, fabriquent à l'étranger. Les ventes ont, elles, progressé de 400% en un an. Et si vous aussi, vous êtes intéressé par ces vêtements éco-patriotes, rendez-vous sur le site de l'entreprise Opal, opal.com. Actualité en bref, Thibaut Bastide. Un adolescent lynché dans le Val d'Oise. Les faits se sont déroulés mercredi soir à Garges-les-Gonesse, en région parisienne. Lors d'une bagarre entre bandes rivales, l'un des protagonistes a été roué de coups au sol par 10 autres individus. Frappé à coups de bâton, de crosse de hockey, de barre de fer ou encore de béquilles. La victime a été transportée à l'hôpital dans un état sérieux et a reçu 67 points de suture au niveau de la tête. Les Pays-Bas évitent un nouvel attentat terroriste. Jeudi, les forces de l'ordre néerlandaises ont arrêté 7 individus soupçonnés de préparer un attentat aux Pays-Bas avec armes automatiques et ceinture d'explosifs. Selon les services de renseignement, le groupe ciblait un grand événement du pays et souhaitait faire de nombreuses victimes. L'enquête n'a pas encore permis de déterminer quelle était leur cible exacte. Les indemnités de Patrick Balkany avant les autres. Le maire de Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine a fait voter une hausse de 56% de son indemnité d'élu. Un vote dans le but de récupérer l'indemnité maximale autorisée pour les élus de ville de la taille de Levallois. Cette augmentation a des conséquences directes sur la rémunération des autres élus de la ville. Ces 13 adjoints perdront 76 € par mois sur les 1700 € bruts de leur indemnité. On dit merci qui? Merci Patrick Balkany. Manuel Valls n'en rate pas une. Après avoir annoncé sa candidature à la mairie de Barcelone, l'ancien Premier ministre multiplie les appels en profondeur pour susciter l'intérêt des électeurs de la ville catalane. Dernièrement, il a expliqué qu'en cas de finale France-Espagne à la Coupe du Monde 2022, il supporterait l'Espagne. Pas l'exemple le plus judicieux alors qu'une grande partie des Barcelonais a des envies d'indépendance. Tout le monde déteste Anne Hidalgo, même Britney Spears. Ce vendredi, la superstar américaine a partagé quelques photos de sa virée estivale parisienne sur Twitter. Un diaporama où l'on peut notamment observer un Hidalgo dégage. Décidément, même involontairement, le maire de Paris est en souffrance.
L'association Terre et Famille organise une conférence samedi à Briand en Saône-et-Loire. Pour l'occasion, l'abbé Cyril de Brie évoquera l'impératrice Zita, un combat pour la foi. Le rendez-vous est fixé à la salle communale à partir de 20h30. C'est bientôt la fin de cette édition. Comme chaque vendredi, vous pouvez vous procurer le quotidien présent de fin de semaine. À la une, l'argent, le nerf de la guerre. Ce soir, retrouvez immédiat, Jean-Yves Le Gallou et Hervé Grandchamp évoquent le racisme anti-blanc, la PMA et les clashs dans les médias. Également au programme, tête à clash, Franck Tanguy et ses invités débattent autour de l'affaire Zemmour, de Manuel Valls, de Marine Le Pen et du hard Brexit. Toutes les nations se sont bâties sur des conflits. Il n'y a pas d'autres exemples. Cette lubie sauf que des conflits, de il n'y en a vouloir pas eu créer plus de une nation européenne ans. est une absurdité, est une totale absurdité. Et si jamais on avait effectivement en Europe un jour 27 pays qui disent la même chose sur des sujets internationaux, alors là, il pourrait y avoir un début de commencement d'espoir de création d'une Union européenne. En l'espèce, l'Europe est une utopie. Voilà. Demain, dès midi, ne ratez pas le nouvel épisode du Samedi politique avec Laurent Oberton, l'auteur de La France Orange Mécanique, revient avec sa nouvelle enquête « La France interdite » où il lève les tabous sur l'immigration. En bonus, vous aurez également un témoignage exclusif d'Éric Zemmour. Le Français a raison de constater un changement qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire de France, qui est totalement inédit. On va vers l'affrontement des communautés ou alors un pouvoir dictatorial pour tenir tout le monde. Plus la France accueillera d'Aquarius et se montrera généreuse, plus il y en aura pour tenter de venir à leur tour profiter de cette générosité. En appelant d'un prénom français, on lui donne un destin français. En appelant un prénom de là où on vient, eh ben, ça veut dire qu'on veut continuer à vivre comme on vivait là-bas, ici. L'Afrique subsaharienne, en 2100, va atteindre 4 milliards d'habitants, une énorme majorité de jeunes individus. À un moment donné, il faudra poser une limite ou alors se résoudre à nous-mêmes être absorbés par ce tiers-monde qui va devenir le monde tout court. Et dimanche, Guillaume de Thiolois vous donne rendez-vous dans un terre de mission consacré à la récente crise dans l'Église. Et tout de suite, pour bien finir la semaine, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain, à lundi. Bonsoir. Je vous ai parlé de cet Allemand de chez nous qu'on voit peu parce qu'il travaille sur des chantiers comme soudeur sous-marin dans le monde entier. Eh bien, il est motard. Et comme beaucoup d'Allemands de son âge, il possède une BMW très équipée de 1200 cm3, assez large comme toutes les BMW, mais il est lui-même assez large d'épaule. Et il m'a dit, il y a une chose dont tu devrais parler dans ta chronique, c'est la stupidité et la soumission des nations européennes aux normes internationales, américaines au premier chef, quand il s'agit de construire des voitures. Parce que moi, qui voyage tout le temps et partout, pour le peu de temps que j'ai à passer dans les villes, je me suis aperçu que si tu possèdes un SUV Nissan, mettons, ou un Chevrolet, tu peux en aligner 3 ou 4 de front à un feu rouge à Los Angeles ou à Rio, c'est sans problème, mais à Paris ou à Lyon, non. Alors moi je lui dis, je vois pas l'intérêt d'en aligner 4, déjà chez nous il y a de la place pour 2, mais c'est tout. Dans le meilleur des cas, me dit-il, et encore c'est pas sûr, parce que vos rues ont été dessinées au 19e siècle, donc à la rigueur, prenons les Champs-Élysées, d'après mon souvenir, tu peux mettre 2-3 de front, mais tu ne peux plus laisser passer même un cycliste. Si tu circules avec un gros Nissan, tu empêches même les motos de passer. Et à Montpellier c'est pareil, quand je vais dans une rue à double sens, il y a 10 ans, quand personne ne possédait encore ces espèces de chars d'assaut, genre Capture, Duster, etc., sans parler des monstres Mercedes ou Toyota, eh bien, tu pouvais longer une file de voitures avec ta moto, voire passer entre les deux files. Désormais, c'est impossible. Donc l'égoïsme des gens a fait qu'ils n'ont pas réfléchi avant d'acheter, et les gouvernements ont réfléchi encore moins. Du coup, ce que tu vois en Italie, c'est que les rues sont encore plus étroites, c'est que plus personne ne peut circuler du tout, c'est donc tout piéton.
Et donc tout le monde y a perdu. Alors qu'il y a 20 ans, mettons, il aurait été facile de défiscaliser totalement les voitures d'1,70 m de large, comme les Fiat 500 ou les Twingo, pour inciter ceux qui n'ont pas besoin d'un gros véhicule à ne pas frimer au détriment de la population générale. Bon, ça, c'est la première partie du raisonnement. Et notre ami motard allemand s'est arrêté là, mais Gustave, qui avait entendu derrière, m'a dit, en Californie, ils ont bâti le pays tout entier, les avenues, et à Rio et à Sao Paulo aussi, en fonction de la taille des véhicules. À Moscou, à Minsk, c'est pareil. En plus, il fallait rajouter les chasse-neige, tandis qu'ici, les rues étaient déjà faites depuis le XVIe siècle, voire davantage, parfois le XIIe, et donc faites aux dimensions des piétons ou des charrettes à bras. Alors tu vois que nos imbéciles de gouvernements européens se seraient dit, qui se serait dit à l'époque de la 4 chevaux, de la Renault, de la Mini dans sa première version, qui était vraiment minuscule, qui se serait dit on va en rester là, on va affirmer notre identité urbaine européenne en favorisant la commercialisation des voitures qui passent partout. Ben non, depuis 20 ans au moins, à chaque fois que ces imbéciles, Renault, Peugeot compris, veulent faire la pub d'une voiture, ils la mettent dans le désert de l'Arizona, alors qu'en fait elle est destinée une fois sur deux au centre-ville de Châteauroux. C'est pareil pour les centres commerciaux qui vont avec. Une fois que tu as rendu la circulation en centre-ville impossible, à force de Nissan géants, bah, tu es obligé de dévaster les champs de maïs en périphérie des villes pour implanter des centres commerciaux, tous en verre et en marbre, qui tuent le commerce local, qui blanchissent de l'argent aussi, parce qu'une fois sur deux, parce qu'on n'y voit personne, mais que ça marche quand même. Et pour desservir ces centres commerciaux, il faut de plus en plus de véhicules énormes, où tu fais les courses pour 3 mois, alors que l'épicier d'à côté te vendait tes tomates tous les jours. Enfin, là, on s'écarte un peu des motards, a dit notre Allemand. Moi, je vois une chose, c'est que les 2 roues avaient encore une place dans toutes les villes de France il y a 10 ans, mais que maintenant, tu prends des contraventions si tu n'es pas sur un parking dédié. Et que deux mobylettes ne peuvent plus se croiser entre les voitures, et que même, quand tu as une grosse moto, tu peux plus te glisser nulle part. D'ailleurs, même les scooters ont triplé de largeur par rapport à une mobylette. Mais il a raison, Gustave, me dit-il, les façades, elles, sont restées les mêmes depuis 1820 dans la plupart des villes européennes. Alors, conclusion, lui ai-je dit, alors Gustave a conclu que si on n'est pas capable d'imposer aux constructeurs mondiaux le respect de nos largeurs de rue, comment veux-tu qu'on impose aux autres cultures le respect de ce que nous sommes dans les autres domaines, comme les mœurs, la sécurité, la cuisine, la religion, le respect de la femme. Quand tu vois la tête de Bruno Le Maire, me dit-il, tu comprends ce qui nous est arrivé. Alors ça, c'est vraiment du Gustave. Bien que ça paraisse paradoxal et obscur, ce qu'il a dit sur Bruno Le Maire au premier abord, en y repensant, finalement, on comprend un peu ce qu'il voulait dire. Envoyez ça à vos amis, merci. On retrouve tout sur Campagnol, TVL et sur YouTube.